Donc tac, voilà les fameux méchants, comme on dit. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Je vais essayer. Alors, je vous détaille pas tout. Hein. Littéralement, je ne vous détaille pas tout. Parce que vraiment, sinon, c'est une session et des trucs qui dureraient, je ne sais combien d'épisodes. Je vais vous parler de qu'est-ce qui se passe pendant le premier chapitre. Et comme d'habitude, on n'est pas là pour dire oh là là, c'est écrit comme de la merde, mais ça c'est impossible, etc. N'oubliez pas qu'ils ont bien mis en place le principe que les vents de magie sont à un niveau de puissance incroyable, qu'il y a eu des tempêtes de magie vraiment destructrices. Bref, quelque chose qui a vraiment choqué et qu'on sent que même les scénaristes disent non mais vous inquiétez pas, ça va péter. J'ai l'impression que les gobelins sont passés entre les gouttes à la fin des temps. Bec Benzen, tu sauras que les peaux vertes sont inexistants dans la fin des temps, mis à part quelques batailles, et n'apparaissent qu'à la fin. Ils apparaissent qu'à la fin, Bec Benzen, parce qu'en fait, l'écrivain, enfin un des écrivains de cette saga, a mis un petit peu tout ce qui était, entre guillemets, oublié de Warhammer sur des forums, et tu comprends pourquoi ça n'a pas été mis dedans en fait, parce que c'est trop gros en fait. C'est un mordu de Battle ou d'AOS cette image de vampire? C'est Manfred. C'est Manfred. Ce visage là c'est Manfred, mais quand il est pas content. Donc, nous sommes en automne 2523 lorsque il a l'air très gentil. Bah oui, pourquoi vous dites pourquoi il serait méchant quand il marche sur un Lego, quand il marche sur un tout petit Lego mais qui fait très très mal. On a dit pas de câlin à Morati en zone rouge, c'est ça. Donc, ce dont on va parler, bien sûr, c'est d'une alliance maudite. Véritablement, le chapitre porte bien son nom quand même. Je vous rappelle très 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 rapidement le contexte. Tout va se passer quasiment dans l'Empire, un petit peu en Bretonie, un petit peu dans les terres du Sud. Ça fait un espèce d'énorme triangle, je vous ai mis la carte, ne vous inquiétez pas. Et c'est tout simplement une alliance incroyable qui va se passer, quelque chose qui normalement n'est pas possible, ou en tout cas qui serait extrêmement rare. Mais n'oubliez pas qu'en termes de contexte, le Nord est attaqué, hein. Le Nord subit l'assaut d'Archaon au moment même où on parle, en automne 2523. Ça a commencé depuis le début d'année, et surtout... j'ai pas fait gaffe, tes partenaires GG. Oui, merci beaucoup Zoindi, ça a été annoncé la semaine dernière. Et surtout que l'Empire remonte ses forces au nord parce que il y a besoin d'aide. Hein. Le chaos attaque, hein. C'est littéralement l'invasion d'Archaon qui a commencé. Et surtout que Kislev est mort. Hein. Kislev c'est terminé, il reste une cité à peine totalement assiégée. Kislev, on en a parlé pour tout le reste de la fin des temps, alors qu'on n'a pas commencé. Une des premières aberrations. Mais sachez aussi, et surtout c'est très important, que Balthazar Gelt, le patriarche suprême des collèges de magie, le grand mage du métal, a créé non seulement autour de la Sylvanie un sortilège, mais surtout au nord de l'Empire et un petit morceau de Kislev, il a créé un mur de foi, un mur mêlant la foi, la magie et l'ingénierie, pour bloquer en fait les forces du chaos au nord, permettant à l'Empire de pouvoir monter et de préparer ses défenses. Volkmar est HS aussi. Volkmar, justement, lui, son petit problème, c'est qu'il est en Sylvanie, Volkmar. Il est prisonnier, comme la fée enchanteresse, comme Aliatra, la fille de Tyrion et de Alariel, donc l'héritière de la reine éternelle des hauts-elfes, et plein d'autres personnages, on va dire lambda ou secondaires, mais qui sont quand même assez importants en termes de scénario. Et surtout, la Sylvanie est devenue une terre de mort, littéralement. Comme je vous le dis, Balthazar Gelt a créé un mur de foi qui entoure la Sylvanie. Pourquoi ? Parce que avant qu'il ne fasse ça, avant même que l'Empire ne mobilise ses troupes pour le nord, normalement l'Empire mobilise ses troupes pour la Sylvanie. Pourquoi ? Parce qu'en Sylvanie, Manfred von Karstein, le grand seigneur de Sylvanie, vient de réapparaître, et en utilisant ces fameuses tempêtes de magie incroyables qui errent sur la planète depuis quelques années, a créé un sortilège incroyable de nuit de magie noire qui recouvre totalement la Sylvanie, et il en a créé également une forteresse d'ossements qui l'entoure pour pouvoir justement se protéger de tous les ennemis possibles, et pour pouvoir justement un petit peu derrière faire ses manigances en privé. Pupute masculine numéro 1, tout à fait Wildebar, exactement.
Jamais au nord. J'ai la ref, Barakbar. Et voilà donc le contexte. La Sylvanie, terre maudite, recouverte de magie noire, enfermée dans son propre cocon, et le chaos qui attaque au nord. C'est pour ça que là, on ne va quasiment pas parler de l'Empire. On va en parler qu'une seule fois dans la soirée, entre guillemets, qu'une seule fois. On va plutôt parler déjà de 2 personnages qui vont se rencontrer au tout début de ce chapitre. Tu peux faire des interromps en début de stream pour voir qui s'est endormi au fond de la classe. Mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça. Sinon, ça me ferait trop mal de savoir que la moitié n'écoute pas. Donc voilà un petit peu le résumé que je peux vous faire sur Manfred. Manfred est bien le seigneur de la mort à ce moment-là. Il est en train de chercher, en tout cas de réunir quelque chose. Il réunit beaucoup de prisonniers. Il a fait des prisonniers depuis des dizaines et des dizaines d'années en cachette, jusqu'à finir par être débusqué, mais au final arriver à s'en sortir. Et comme je vous le dis, il a en prisonnier dans le château de Drakenhof en Sylvanie l'héritière du pouvoir des hauts elfes, héritière divine, Volkmar, incarnation divine presque, ou en tout cas pouvoir divin en ce mec-là de Sigmar, la fée enchanteresse, je le rappelle aussi quand même, pouvoir de la dame. Bref, pourquoi il a tout ça? Pourquoi il a tout ça, Manfred? Parce qu'il a un plan. Il se dit qu'il y a tellement et tellement de magie en cours qu'il pourrait peut-être tenter quelque chose, devenir lui-même ce que tous les autres avant lui ont échoué, devenir le dieu de la mort. Et pour cela, il va falloir pas qu'il apprenne, mais qu'il prenne le pouvoir émanant de quelqu'un qui l'a précédé. Manfred, il réunit en ce moment même des êtres au pouvoir incroyable pour faire un sortilège colossal qui lui permettrait de pouvoir incarner en lui un pouvoir immense. Mais Manfred, alors que il est enfermé en Sylvanie, bloqué en Sylvanie, parce que je le rappelle que le mur de foi de Gelt l'empêche de sortir. Hein. Le mur de foi de Gelt, c'est vraiment une deuxième... C'est Alésia, hein. C'est les deux lignes de fortification. Lui, il a construit la sienne en Sylvanie, les impériaux en ont mis l'autre. Sauf que les autres, les impériaux, tu peux pas passer à travers. Hein. C'est vraiment de la magie divine qui l'entoure. Même ça, Manfred, il peut pas le péter. Il veut être calife à la place du calife, c'est à peu près ça. Et donc Manfred, il est bien bloqué. Il est bien bloqué en Sylvanie. Il se dit, putain, mon rituel pourra jamais finir, il y a un problème. Et quelque chose va changer la donne, parce que, comme la fin des temps approche, comme le chaos attaque, une autre force en présence va tenter une chose encore plus impossible que ce que fait Manfred. Merci beaucoup Eddy pour ton sub offert à la commu. J'ai oublié de tirer vos lots pour la tombola. Oh putain, j'ai oublié ça. J'ai oublié, je suis désolé. J'aurais dû y penser tout à l'heure. Pardon, j'y penserai tout à l'heure. Et l'autre personne qui va entrer en compte, c'est pas n'importe qui. Il y a une autre puissance de la mort qui fait parler d'elle depuis quelque temps. Cette puissance, ce personnage, il est très... Alors, dans le lore de Warhammer, hein, il est présent mais très fantomatique, on va pas se mentir. Merci Drakazkrang, merci beaucoup pour le follow. Ce personnage, il est quand même assez, pas anecdotique, non, il a une importance impressionnante, mais il est fantomatique dans le lore. C'est-à-dire qu'il n'a pas fait énormément de choses incroyables, mais il fait toujours des trucs qui tapent sec au pire endroit. Ce personnage, c'est Arkhan le Noir. Arkhan le Noir, premier serviteur de Nagash, je le rappelle, prêtre lige de Neekara, oui, c'est donc bien un roi des tombes à la base, avec Nagash l'un des plus gros traîtres, avec Neferata, Nagash et lui, c'est les 3 gros traîtres des rois des tombes, hein, vous avez la triplette. Et Arkhan, lui, aussi, depuis quelques années maintenant, est en train de mettre au point un plan, mais se retrouve pressé. Il se retrouve pressé parce que le chaos avance. Techniquement, le plan d'Arkhan aurait dû se passer avant que le chaos n'attaque. Il ressentait le pouvoir, bien sûr, du chaos émané, mais il se dit, j'ai peut-être le temps. Qu'un mort-vivant te dise qu'il a le temps, ça pourrait coller. Sauf que Arkhan, il est en train de réunir, ou en tout cas, de trouver les traces
de tous les artefacts de son maître à travers le monde. Arcane, il est en train de regrouper les artefacts de Nagash. Il retrouve les traces, les unes après les autres. Il a retrouvé l'armure de Nagash. Il a retrouvé la main de Nagash. Il a retrouvé l'épée qui a tué Nagash. Il a également retrouvé, incroyable, le bâton de Nagash. Bref, tout ce qui permettrait de pouvoir, grâce peut-être à un rituel, et maintenant on comprend qu'en fait c'est le rituel de Manfred, que grâce peut-être à ça, il pourrait réinvoquer Nagash sur Terre, mais avec tout ce qui a permis à Nagash d'avoir de la puissance, sur toutes les réincarnations qu'il a eues, parce que Nagash, il a fait sa grande époque, mais il a eu des réincarnations, mais sans être une réincarnation, une copie pâle. Il va être encore plus puissant qu'il l'a été de son vivant et de sa première mort. Il n'avait pas retrouvé son doudou. Non, le doudou, c'est Arcane, justement, le doudou de Nagash. Ce qui fait que Arcane... merci beaucoup, Shabs, merci beaucoup pour le follow et bienvenue parmi nous aussi. Ce qui fait que Arcane le Noir, en fait, il sait qu'il ne sera jamais assez puissant et surtout pas assez rapide pour pouvoir finir sa quête, qui est récupérer les artefacts, faire un rituel et réincarner Nagash sur Terre pour le servir pour l'éternité comme il l'a toujours voulu et comme il l'a toujours juré. De son côté, Manfred ressent que quelqu'un s'approche de la Sylvanie, parce que c'est quand même le maître de la Sylvanie, hein, Manfred, faut pas rêver, il sait ce qui se passe chez lui, et tout simplement, un jour, Arcane, en automne 2523, donc au début de la fin des temps, elle commence cette fin des temps, lorsque Arcane fait péter un morceau du mur de la foi de Gelt. Ah d'accord. Alors, je prends une facilité scénaristique, mais tout simplement, c'est vraiment moi qui le dis plus vite, hein, mais en fait Arcane, il va à un endroit où il y a des prêtres, enfin, bref, il va à un endroit plutôt fragile, et surtout en fait, le mur de la foi qui entoure la Sylvanie, je le précise bien, il est protégé du côté sylvanien, donc vers l'intérieur du mur, pas trop vers l'extérieur du mur. Et Arcane, qui, je le rappelle, mêlant à la fois la culture des morts-vivants, mais aussi la culture des Néécariens qui, je le rappelle, ont aussi la magie de la lumière, magie qui est utilisée pour le mur de la foi, eh bien, Arcane va réussir à faire péter le mur à un endroit spécifique et va, en un claquement de doigts, ouvrir les ossements magiques qu'a créé Manfred, et comme ceci, il va réussir à rentrer en Sylvanie. Arcane donc arrive en Sylvanie. C'est le début de la fin des temps officielle de notre histoire. You're just another breaking the wall. Exactement ça. Bien entendu, ça ne va pas passer inaperçu du point de vue de Manfred. Tout ce qui se passe du point de vue de Manfred en Sylvanie, dès que un autre contrôleur de morts-vivants, même un esprit émanant de quelque chose d'autre que la magie de la mort ou de la non-vie, apparaît sur son territoire, Manfred le saura. Et Manfred, lorsque Arcane arrive en Sylvanie, il va tout de suite ressentir un rival total. Quelqu'un qui pourrait mettre un pouvoir sur ses propres séides. Bien entendu, Manfred et Arcane vont finir par se rencontrer, Manfred arrivant, tel le veut la tradition, sur son destrier noir, comme le seigneur de ces lieux en Sylvanie, sur un pont, face à qui il trouvera Arcane, le prêtre liche le plus puissant de Néékara, on pourrait l'appeler comme ça, parce que quand même le mec a servi Nagash, pour moi il est plus puissant que Katep, parce qu'en plus il maîtrise à la fois la mort et Néékaria, bref, Arcane est un perso plutôt intéressant, je trouve que c'est dommage qu'il n'y ait pas assez de choses sur lui. Et bien entendu, ces deux-là vont s'affronter, direct. Manfred voyant que le gars, non, c'est une connerie, c'est un rival. Manfred, pupute numéro 1 du monde du Warhammer au point de vue masculin. Manfred étant quelqu'un d'extrêmement, extrêmement arrogant, pire qu'un Haut-Elfe peut-être. Il va attaquer Arcane et Arcane va bien sûr se défendre et attaquer aussi un Manfred bien évidemment. Et les deux font jeu égal. Mais vraiment, hein,
C'est-à-dire que Arcane, il va déferler d'une puissance incroyable. Manfred, il va lever des centaines et des centaines de zombies en un claquement de doigts. Parce que je le rappelle, la Sylvanie est entièrement presque recouverte de magie noire à ce moment-là. Bref, c'est véritablement un énorme combat de boss qui se passe entre Arcane et Manfred. Et tu ressens même, quand tu lis les descriptions, que Arcane et Manfred se jaugent en fait. Manfred qui a été un pouvoir énorme sur son propre terrain, Arcane qui a connu des centaines et des centaines de batailles, même plus que Manfred, que tous les Van Karsten réunis d'ailleurs, parce que Arcane a été un serviteur de Nagash depuis bien plus longtemps que ça. Bref, les deux se valent jusqu'à ce que Manfred commence à balancer la sauce. Parce que je le rappelle encore qu'il est sur son propre territoire, dans un endroit qui regorge de son propre sortilège. Et Manfred, lorsqu'il va commencer à prendre l'ascendant, lorsqu'il va commencer à se dire « Putain, ça y est, je peux lancer un sort qui va annihiler cette saloperie en face de moi », eh bien Manfred va se rendre compte qu'il a besoin de tellement de puissance pour abattre Arcane une bonne fois pour toutes, qu'il est en train de pomper dans le sortilège de magie noire totale qui recouvre la Sylvanie. Il est en train de siphonner le pouvoir qui lui a mis des années à construire. S'il lance le sort, il risque d'exploser son sort. C'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de nuages de noir, enfin plus de nuages noirs et donc plus de forteresse d'ossements. Tout risque de s'effondrer au moment où il va abattre Arcane. Autrement dit, Arcane, il est pété le gars. Parce que même Manfred doit annuler tous ses autres sortilèges en ce moment-là pour pouvoir péter le gars. Donc, les deux sont très, 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 très forts. Parce que c'est End of Time aussi. Et tout simplement, lorsque Manfred va voir ça, il va s'arrêter tout de suite. Et le soleil reviendrait en Sylvanie, bye bye les zombies, quoi, c'est ça. Exactement avec Agent. Il faudrait surtout pas, en fait, que surtout la magie noire quitte la Sylvanie, vu qu'il est en train de l'engranger pour son rituel. S'il a plus de magie noire pour son rituel, le rituel pourra jamais être fait. Et donc Manfred arrête ça, il fait non, écoute, je vais pas tout péter juste pour ce gars, je vais peut-être pouvoir le tourner à mon avantage, vu que lui aussi c'est un mort-vivant au final. Peut-être même que je finirai par le contrôler, parce qu'au final, vu la puissance du gars en face, il reconnaît qui c'est à un moment ou à un autre. Il sait que ce séide là, c'est pas n'importe quel séide, c'est le serviteur fidèle de Nagash. C'est une liche extrêmement puissante. Le combat va s'arrêter. Les morts vivants relevés vont retomber comme des pantins. Et tout simplement, Arcane et Manfred vont discuter. Manfred, bien sûr, voulant complètement soumettre Arcane, essayer de se montrer avec des palabres et tout. Il essaye de magouiller, en fait, littéralement. Il magouille et il magouille très très bien. Manfred, c'est pas pour rien que c'est quand même pupute numéro 1. Ça reste un vampire. Ce sont des êtres extrêmement puissants. Et à la fin de la conversation, eh bien, il aura l'alliance d'Arcane. Arcane va lui dire très bien, je veux bien t'aider pour ce rituel et je veux bien, par contre en échange, que toi tu m'aides. Je veux bien toi t'indiquer des endroits où il y a des artefacts de Nagash et toi tu vas me donner des gars pour que j'aille aussi à d'autres endroits et aller les récupérer aussi et on utilisera ton rituel pour pouvoir le faire. Donc Manfred a tout gagné. Manfred a tout gagné par cette alliance parce que Arcane va lui indiquer les endroits qui lui manquent, c'est-à-dire toute la connaissance qui lui manque par rapport aux artefacts de Nagash, en compensation de prêter des troupes. Aucun problème pour Manfred. Sauf que ce qu'il ne sait pas, et c'est pour ça que je trouve que Arcane est ultra puissant, et qu'on n'en avait aucune idée dans le lore avant la fin des temps, Arcane, ayant été le premier lieutenant de Nagash, ce n'est pas un vampire. C'est un prêtre liche. C'est donc quelqu'un d'immortel. C'est même pas un vampire. C'est quelqu'un qui est immortel par sa propre science, sa propre magie et son propre culte. Et c'est là dans la description. En fait, c'est très bien. C'est le côté qui est plutôt bien tourné, je trouve, dans ce morceau du roman. C'est que tu lis les deux premières pages, tu vois que Manfred maîtrise complètement la situation et arrive à retourner la créature contre lui. Et tu tournes la page et là, tu as le point de vue d'Arcane. Et tu comprends que Arcane peut lire les pensées des vampires. Ah, d'accord. Cheaté. So long, il y a no match. Et en fait, quand tu tournes la page et que tu lis le point de vue de Arcane,
tu comprends en fait que Arcane, il vient de s'allier avec Manfred, un vampire, qui, je le rappelle, les vampires, je le rappelle bien, ce sont des erreurs de création des livres de Nagash. C'est donc une aberration du côté de Nagash. Et vu que lui, c'est un serviteur fidèle de Nagash, pour lui, les vampires, c'est des moins que rien. C'est de la mouerde, pour être poli. Et en fait, tu comprends que Arcane, il a tout manipulé depuis le début dans la conversation et qu'il lui dit, très bien, je sais tout à fait ce que tu veux faire. Tu veux, toi, vampire, m'utiliser, moi, Arcane le Noir, pour trouver les artefacts, balancer le rituel et me trahir au moment où je serai fatigué pour pouvoir boire le pouvoir de Nagash et toi devenir le roi de la mort. Et jamais tu n'y arriveras. Parce que je suis Arcane le Noir et je peux lire dans tes pensées et prévenir tous des coups à l'avance. Je comprends plus du tout la physique de cet univers. Ben, c'est juste pour vous dire que Arcane, vraiment Arcane est surpété. Arcane est vraiment surpété et t'en as aucune idée avant ce passage-là. Parce que le mec qui peut même contrôler, en tout cas pas contrôler, mais qui peut écouter les pensées des vampires dans un monde de morts-vivants, enfin dans un territoire de morts-vivants, waouh, c'est très très fort. Le seul qui peut battre Arcane, véritablement, tu comprends que c'est Nagash en fait. Comment se faire tosser en deux leçons. Surtout que c'est quoi l'explication? Bah en fait, il n'y a pas vraiment d'explication. Il n'y a pas vraiment d'explication, je vais pas vous mentir. Je vais juste vous lire le passage. Alors, première phrase. Le vampire se doutait-il qu'Arcane pouvait lire dans ses pensées comme dans un livre ouvert? Première phrase de description du point de vue d'Arcane, tu fais. Hein? Quoi? C'est quel saut qui lit dans la tête de JD? Référence Scrubs. Saul, que quelqu'un offre un sub à Saul, s'il vous plaît, pour cette excellente référence, bien sûr. Non, voilà, c'est pas précisé, je suis désolé, on sait pas comment il peut lire dans les pensées. Est-ce qu'on peut imaginer que c'est parce que c'est Nagash qui lui a tout appris? Il est le serviteur le plus puissant de Nagash parce que lui n'est pas un vampire, c'est une liche. Autrement dit, il a énormément de connaissances comme Nagash et vu que les vampires sont nés d'un des livres de Nagash, lui, les ayant tous étudiés mais n'ayant pas la puissance de son maître, eh bien, il sait comment contrer les vampires. C'est très certainement ce que je pourrais vous expliquer en termes de... pour que ce soit une corrélation parfaite du lore. C'est l'explication que je vous en donne. C'est peut-être du bullshit, mais écoutez, c'est comme ça que je la... voilà. Oui, mais Nagash n'a pas créé les vampires. Non, mais ne commençons pas avec des questions comme ça, sinon il va tripler le temps. Bah, en fait, véritablement, Nagash, en effet, n'a pas créé les vampires. C'est une erreur de translate de Neferata. Sauf que Arcane, il a eu une seule défaite dans sa vie, et ça a été lorsque que Alcadizar était là. Donc il a très certainement participé à la destruction des vampires, ou en tout cas à leur magouille, vu qu'il pouvait les maîtriser, entre guillemets, et les comprendre. C'est un mec quand même qui peut doubler Neferata, vu qu'il peut lire dans ses propres pensées. Après, Neferata peut essayer de le magouiller en pensant des choses différentes, parce qu'elle est tellement puissante là-dedans. Mais quand même, le mec est fort. Le mec est très très fort. Bref, c'est ainsi justement que je vous l'ai dit, la fameuse alliance maudite, cette alliance entre Arcane et Manfred naît. 156 vernis à la fois, c'est à peu près ça. Pour moi, un vampire, c'est presque immortel. La seule façon de les tuer, c'est de les découper en petits morceaux puis de les cramer. Ou de le faire combattre un vampire plus puissant. Oui. C'est vraiment... Les vampires les plus puissants du monde de Warhammer sont littéralement comme ça. Les liches, c'est pareil. Dans les derniers LA des morts-vivants V4, je crois, Arcane était le personnage le plus puissant après Nagash. Ah mais vraiment, j'ai pas de peau, je suis d'accord. J'ai pas de peau, je suis tout à fait d'accord. Arcane, pour moi, il est ultra pété. Il est très très fort. Et pourtant, quand tu lis sa description et tu regardes un petit peu ce qu'il fait dans le livre d'armée roi des tombes, tu fais mais c'est vrai que ça me donnerait peut-être envie, vous voyez, de voir un petit... Non, mais on va perdre du temps. Mais au pire, j'essaierai de faire une petite soirée stream sur lui, sur Arcane. Il n'y aurait pas grand-chose à dire malheureusement sur lui, mais les faits qu'il a réalisés, ça pourrait être cool. Donc, à partir de cette alliance maudite, commencent les quêtes du premier chapitre. Comme vous voyez, on démarre en Sylvanie, qui est ici. Alors, c'est des photos de mon propre livre, je suis désolé parce que j'ai pas réussi à les trouver en bonne qualité ou quoi que ce soit. On part de Sylvanie, d'ici même. Vous les voyez là. Et ils partent tous du château Sterniest, ici même, en plein centre de la Sylvanie, vu que, comme je vous l'ai dit, ils sont passés à travers le mur en ayant laissé un trou par le sud. Sachant cela, eh bien, les deux s'allient pour pouvoir aller récupérer les artefacts de Nagash en faisant plein d'autres péripéties sur le chemin, bien évidemment.
Tout ça va se passer en moins d'1 an. Alors, je veux bien que les morts-vivants ne dorment pas, mais quand même. Il y a un peu de kilomètres à faire. On n'est pas là pour parler de ça. Donc, comme vous le voyez, il y a plein de passages, bien évidemment. Hein, il y a plein de petites anecdotes, etc. Et en fait, le premier passage, c'est... pardon, le premier chapitre, excusez-moi. Le premier chapitre est vraiment résumé en 3 gros passages très importants. Un passage avec que Arcane, un passage avec que Manfred et le passage où ils s'allient tous les deux ensemble. Ainsi se terminera après le premier chapitre. Donc je vais essayer d'aller un peu vite, un peu, mais pas trop, pour vous résumer un peu tout ce qui se passe. Arcane déjà, je commence par Arcane. Oui, je commence par Arcane, tout à fait. Arcane, on va commencer par lui. Dès qu'il a requitté la Sylvanie une nouvelle fois, part en direction de l'ouest, parce qu'il sait où se trouve le bâton de Nagash. Et il se trouve à un endroit que Arcane connaît très bien, parce qu'il a déjà été là-bas et qu'il a déjà été repoussé là-bas. Le bâton de Nagash se trouve en Bretonie, à la Maison Thal. Énorme abbaye, surdéfendue, chapelle du Graal, hein, je le rappelle. Les relations, ils sont trop beaux, ils sont magnifiques. L'Empire sait ce qui se passe en Sylvanie avec Arcane? Non, justement, Hunter, je vais t'en parler après. Je vais t'en parler au 3e morceau du premier chapitre. Donc Arcane se dirige vers l'ouest. Il va passer par... je vais vous remettre la carte, excusez-moi. Il va passer, comme vous voyez là, c'est le trait bleu. Hein. Il passe par les montagnes noires, Karak-Irn, tout ça, Karak-Nord, le sud d'Atel-Lorraine, Karak-Izor, qui sont, je le rappelle bien, des forteresses naines qui existent, hein, où il y a encore des nains. Tout ça, non. Non, rien du tout. On rappelle que toute cette partie-là de la carte, hein, littéralement tout ce que je suis en train de vous entourer avec mon curseur, tout ça n'existe plus. Hein. Tilé, Principauté frontalière, Estalie, Karak-Izor, Karak-Bouvdar, tout ça a disparu. Tout ça, ce n'est que des Skaven maintenant. Rappelez-vous, 3 mois pour tout détruire. Skaven Territory, exactement, Captain. Et ça, on le sait, et on le recomprend quand Arcane traverse ces montagnes en se disant putain, mais il y a beaucoup d'émanations du chaos par ici. Incroyable. Ça peut être dangereux pour moi, ça. Et en effet, Arcane, c'est plutôt dangereux pour toi. Et c'est lorsqu'il va arriver au niveau du pic des tempêtes que Arcane va rencontrer ses premiers, entre guillemets, alliés. Voilà, ses premiers alliés. Parce que comme je vous l'ai dit, Arcane est un petit peu trop seul pour tout faire. Certes, il peut lever des morts-vivants comme le ferait un nécromancien. Enfin non, pas comme le ferait un nécromancien, justement. Arcane est plutôt un mage, et un mage liche, un néécarien, je le rappelle bien. Mais Arcane est accompagné de seulement une seule sorte de créature. Merci Black Market Hobby, merci beaucoup pour le follow et bienvenue parmi nous. En fait, Arcane, il est toujours accompagné par des formes que personne ne connaît pour l'instant. Et ce sont les Morghast. Alors, ne me demandez pas comment ça se prononce, j'en ai aucune foutre idée. Mais je vous montrerai à quoi ça ressemble juste après. C'est les seules troupes qu'il a avec lui, Arcane, depuis qu'il a quitté la Sylvanie. C'est des espèces d'énormes amalgames d'ossements avec des ailes et des grosses haches à 2 mains. Pour ceux qui connaissent, c'est des figurines qui existent encore, je crois, à AOS, qui donnera après les Ossiarques, je crois bien. Bref, c'est des espèces d'énormes amalgames de morts, mais très militaires, si vous préférez. C'est pas de la chair pourrie, c'est littéralement de l'ossement animé. Et Arcane, bonjour du Québec les copains, bonjour Black Market, bonjour à toi. Quelle heure il est au Québec? Merci à toi de passer. Et bonjour aux copains transatlantiques, bien sûr. Et Kemmler, lorsqu'il va arriver au tout sud de la Bretonie, il va tomber sur quelqu'un qui va pouvoir être un allié. Et ce quelqu'un, il connaît très très bien la Bretonie. Une liche, c'est pas un nécromant qui est lui-même devenu mort-vivant pour devenir immortel. Alors, Metaliquid, les prêtres liches de Neekara, ce sont des mecs qui cherchaient l'immortalité, qui ont trouvé l'immortalité en devenant un embaumé, si tu préfères, enfin, en étant à la fois mort et embaumé, mort, vivant, embaumé, c'est compliqué. Mais il ne fait pas de magie de résurrection comme un nécromancien. C'est-à-dire qu'il ne peut pas relever des cadavres. Il peut appeler des esprits anciens qui sont sacrifiés au nom de Neekara pour avoir des troupes.
mais il ne peut pas relever de cadavres, comme le ferait un nécromancien. C'est vraiment deux magies différentes. La magie de Neekara et la magie de Neek, enfin la magie, pardon, pas de Neekara, pas de Neek, excuse-moi, la magie noire, la magie de nécromancie, c'est pas la même. Et c'est pour ça que il cherche ce personnage, en fait, Arcadie. Il cherche Heinrich Kemmler. Heinrich Kemmler, qui est l'un des nécromanciens qui hante la Bretonie depuis des siècles et qui est surtout un ennemi total de la Bretonie. Lorsqu'il va rencontrer le Lichmeister, voilà, le nécromancien qui se fait appeler le Lichmeister, qui rencontre le prêtre lich le plus puissant de l'univers, du jeu. Voilà. Disons qu'il y a un bisbis tout de suite entre eux, mais Arkane, posé comme il est, va tout simplement aussi encore une fois négocier une alliance avec Kemmler. Merci Karskorps, merci beaucoup pour le follow. Bien entendu, Kemmler pouvant avoir plus de puissance, obtenir un artefact, il lui dit qu'il y a un artefact de Nagash à avoir, obtenir un artefact de Nagash, tenter de pouvoir doubler Arkane, etc. Ce ne sont que des traîtres entre eux, hein, littéralement, il ne faut pas rêver. Il n'y en a aucun véritablement de loyal, mis à part Arkane, envers Nagash. Le Lichmeister va dire ok, d'accord, je t'accompagne à la maison Tahal parce que je l'ai attaqué aussi plus d'une fois et je sais comment les affronter. Bien évidemment, s'il y a le Lichmeister quelque part, évidemment qu'il y a Krell. Bien sûr, Krell est ici. Krell est là, évidemment. Et tout simplement, ils vont traverser la Bretonie. Alors bien entendu, il n'y a pas que ces trois-là avec des morts-vivants classiques. Manfred, qui ne veut surtout pas laisser Arkane tout seul sans surveillance, va lui donner un nouveau-né, Von Karstein va lui donner un vampire qui s'appelle Anarch Von Karstein, qui est un de ses lieutenants, entre guillemets, et qui surtout commande des chevaliers de Drakenhof, donc si vous voulez des chevaliers de sang en fait, qui protègent Arkane. Littéralement, ils sont là pour le protéger, mais en fait, ils sont là pour le surveiller, bien évidemment. Et peut-être, s'ils ont l'occasion, de le tuer au bon moment pour pouvoir piquer les artefacts et rentrer à la maison. Bien évidemment, comme vous le voyez, il passe quand même au sud de Carcassonne, il passe à l'est de Brionne, il passe dans le massif d'Orquemont, pas très loin de la forêt, il traverse la forêt de Chalon, la forêt originaire du Graal, et il passe au sud de Bastogne pour rejoindre la maison Tahal, qui est ici. Tous ces gars-là vont bien sûr rencontrer de la résistance sur le chemin. Alors je vous mets l'armée Lost Noir qui s'appelle, avec le descriptif, vous l'avez à l'écran, vous pouvez le regarder. Mais tout ça avec une armée, je le rappelle aussi en termes de contexte, je vous ai parlé du sud de la carte qui est territoire Skaven, et qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 dernières années en Bretonie? La révolution de Malobaude. Et qui était allié à Malobaude? Le fils bâtard de Louan, cœur de lion? C'était Arkane. Donc en fait Arkane avait ce plan depuis le début, mais il lui manquait du temps, il est allé chercher du renfort, il est allé s'allier à Manfred et il est revenu avec Kemmler et avec Krell, plus des Von Karstein, parce que Malobaude n'a pas réussi à atteindre son but ultime, servir Arkane le Noir jusqu'à la fin. La Légion du Silence, je les connais à AOS, ceux-là. Ossiarch, perso de la Légion. Oui, je sais, c'est ce que je vous disais, c'est les Mortarques. Les Morghast, pardon, les Morghast qui sont là. C'est des trucs comme ça qui accompagnent Arkane. Merci Morgloff, merci énormément pour ton prime de l'année. Merci beaucoup. N'hésitez pas à faire comme lui pour nous aider, c'est toujours utile. Donc voilà, Anarch, hein, vous le voyez là, avec ses chevaliers de Drakenhof, les morts-vivants que le Lichmeister va remonter, bien évidemment, plus les Morghast qui sont accompagnant Arkane. Ils vont traverser une Bretonie qui est totalement exsangue. La moitié de la Bretonie a brûlé. Carcassonne n'existe quasiment plus, voire plus du tout. Brionne est disparue, etc. Bref, la guerre civile qu'a menée Arkane en s'alliant à Malobaude a fait tellement de mal qu'ils peuvent traverser la Bretonie presque sans encombre. Il n'y en a qu'un qui va être sur leur chemin, c'est le duc de Quenel. Le duc Tancred de Quenel va tenter avec son armée de arrêter ce groupe justement, cette force armée qui se dirige vers le nord. Bien entendu, il va être balayé et tué. Le duc, l'un des derniers ducs loyaux à Gilles le Breton, va être balayé. Et tout simplement, lorsque cette armée va arriver à la maison Tahal, eh bien, ils vont trouver, pas une grande surprise, parce que Arkane c'est très très dur de le surprendre, mais quand même, avec un peu d'étonnement, ils vont tomber à la maison Tahal sur une armée
bretonnienne gigantesque. En rapport, je veux dire, par rapport au ratio de ce que possède la Bretonie en ce moment. La Bretonie est presque à moitié rasée, comme c'est pratique. Bah oui, Ragvar, fallait pas, sinon les Bretoniens ils lui auraient défoncé la gueule. Faut pas rêver, une seule armée de morts-vivants, même si c'est 3 seigneurs légendaires, les deux de Bretonie alliés, ils défoncent les morts-vivants, on est bien d'accord. Hein. Donc, utilisant, en même temps c'est une très bonne stratégie, hein, créer une guerre civile, foutre le bordel, laisser ton pantin mourir parce qu'il ne sert plus à rien pour l'instant, aller chercher des renforts qui ne craineront pas les maladies, qui ne craineront pas la fatigue, alors que tout le monde est à genoux, c'est une très bonne stratégie, on va pas se mentir. Arkhan est un énorme stratège, hein. Contrairement à Neferata, lui c'est un maxi stratège. Et lorsqu'ils vont arriver à la maison Tahal, eh bien en fait ils auront la petite surprise de tomber sur une armée très impressionnante. Et Louan dans tout ça, Louan a disparu, hein. Ça fait déjà 2 ans ou 3 ans qu'il n'existe plus, Louan. Il a été mis à bas par Malobod. Mais par contre, que fait Gilles? Non, parce que je vous remonte la carte, hein, si jamais vous avez... Alors, voilà. Hein, de là à de là, hein, qui est la maison Tahal au numéro 5, ici, là. C'est la moitié de la Bretonie, quand même. Hein. C'est la moitié de la Bretonie. Louan ne... Enfin, pardon, pas Louan. Gilles le Breton ne fera rien. Tout simplement, on t'explique qu'il n'a plus les moyens. Il y a un seul seigneur de Quenelle qui va tenter le coup, il va se faire défoncer, perdant donc les troupes disponibles militairement. Bref, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Écoutez, il n'a pas le temps. Mais, à la bonne surprise du scénario, parce que quand même il nous fallait au moins une bataille décrite dans tout le roman avec des Bretoniens contre des morts-vivants. Accrochez-vous parce qu'il n'y en a que 2, hein, des batailles avec des Bretoniens. Accrochez-vous. Les morts-vivants de Arkhan avec Anark von Karstein, Heinrich Kemmler et Krell vont tomber sur la levée de la maison Tahal. Et en fait, tout simplement, à l'intérieur de la maison Tahal, il se trouve qu'il y a un autre duc de Bretonie qui est à cette maison Tahal, maison du Graal, je le rappelle bien, artefact, endroit de culte très 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 important. Il y a un duc qui est en expiation de péché. Ce duc, avec toute cette armée, ces paysans qui l'accompagnent, ces chevaliers qui l'ont suivi, ces sorcières qui sont là, ce duc est en pèlerinage dans la maison Tahal depuis avant la guerre civile. C'est décrit, hein, regardez bien, c'est décrit que cette armée, si elle se serait battue dès le début de la guerre, elle aurait quitté son pèlerinage, je sais pas, vous savez, genre chevalier de la quête, par exemple, hein, juste comme ça. Elle serait partie de la maison Tahal juste mettant une pause dans son pèlerinage pour aller tabasser Malobod. La guerre n'aurait jamais fait autant de morts. Louan serait pas mort. Mais je trouve que c'est très bretonien. Donc franchement, je trouve ça l'or. Mais c'est pour vous dire un petit peu quand même la puissance de l'armée. Cette armée n'est pas n'importe quoi. C'est ça, Quentin, ouais, c'est ça, Quentin, tout à fait. C'est pour ça que si tu regardes bien, ils s'appellent les Soukouars. Voilà, les mecs qui le suivaient, les hors-la-loi. Voilà. Pas de question, pas de question, pas de question. Et donc, cette armée, juste en dessous du non, ça va. Justement, cette armée, eh bien, elle est suffisamment conséquente lorsque arrivent les morts-vivants pour se dire, non mais attendez, qu'est-ce que vous venez faire là, les gars? Bah écoutez, là, c'est plus la guerre civile, c'est plus notre royaume qui est en train de brûler, c'est plus des démons partout, c'est des morts-vivants qui viennent attaquer l'endroit où on est. On va pas se laisser faire. Et donc ils vont se battre. Merci énormément Hunter, merci beaucoup pour le sub offert à Soul, merci beaucoup à toi. Et il va donc y avoir la bataille de la maison Tahal. La bataille de la maison Tahal met en fait 2 ducs en question. Je vous ai parlé d'un seul duc qui est à l'intérieur de la maison Tahal. C'est le duc Théodoric de Brionne, le fameux duc, vous savez, avec sa grosse hache à 2 mains en noir et blanc. Et il y en a un autre qui va arriver en renfort durant la bataille, c'est le fameux duc Gérode de Quenelle. Alors lui, on en reparlera à la fin du roman.
Le duc Gérode de Quenelle, qui est donc le cousin du duc de Quenelle qui vient de se faire balayer il y a quelques jours et quelques semaines par cette même armée de morts-vivants, qui arrive avec les compagnons de Quenelle et la lance céleste et la lance de Géoffre. Ces gars-là, en fait, arriveront en renfort durant la bataille, alors que Théodoric de Brionne se dit, ben écoutez, j'ai plein de troupes de pouilleux, j'ai quelques chevaliers, j'ai des sorcières. Le but, ça va être de masser les morts-vivants, entanquer les morts-vivants avec ma piétaille, et tout simplement, voilà, vous avez le plan de bataille de toute façon. Utiliser mes trébuchets et mes archers pour pouvoir réduire le nombre de morts-vivants. Utiliser mon mur de bouclier bretonien pour tout simplement encaisser le coup, et d'avoir mes chevaliers qui font le tour et ravagent les ennemis, pendant que mes sorcières protègent mon armée. Voilà son plan de bataille, et comme vous voyez, le duc de Gérode et tous les compagnons de Quenelle vont arriver en plus en renfort dans le dos des morts-vivants, parce que justement, le duc Théodoric comprend qu'il y a quand même beaucoup de morts-vivants en face, il va falloir tenir assez longtemps pour que les renforts arrivent. 100% des games Total War avec la Bretagne, j'avoue. Et Arkhan, allié à Kemmler et Krell, ta voix est très agréable en fond, j'adore content d'avoir trouvé un autre streamer pour m'accompagner dans mes sessions. Et ben, Hunter, c'est avec un énorme plaisir, installe-toi et profite. Quel dommage qu'il n'ait pas été présent à la bataille de Winterfell. C'est à peu près ça. Et en face, Arkhan, ayant une science de la stratégie qui est quand même juste incroyable, va étudier le terrain en quelques minutes, va voir les placements des Bretoniens défendant la maison Thal, et va tout simplement se dire, bon, qu'importe. Toutes les stratégies pourraient être contrées. Utilisons celle qui a toujours fonctionné. La pointe en avant. Tout simplement, vraiment, Arkhan, il abandonne toute stratégie en se disant, je vais rusher, je vais percer la ligne, parce qu'on est tellement nombreux et les Bretoniens sont finalement tellement insignifiants sur sa route qu'il ne va même pas perdre son temps. Il va tout simplement faire une énorme colonne pour passer à travers le mur faible, les Bretoniens à pied, et ne pas laisser le temps aux chevaliers. C'est la 12e bataille de la maison Thal. C'est ce scénario-là que nous avons fait quasiment l'un des premiers sur la chaîne. Sauf qu'en face du côté bretonien, t'avais Quentin, joueur bretonien expérimenté, Graou qui sait très bien tenir une ligne avec des pouilleux, et Marie-Camille qui jouait justement le fameux Gérode. Contre moi en mort-vivant. Eh bien, bizarrement, l'histoire est différente. C'est bizarre. Comment va se passer la bataille? Je vous résume pas tout, hein. La bataille fait pas une dizaine de pages, mais elle fait 5 pages, 5-6 pages entières recto verso. Pour vous résumer tout ce qui va se passer, le mur de Bretonien va tenir, il va tenir, hein, malgré le fait que les morts-vivants sont extrêmement nombreux. Mais en fait, il va tenir un temps. Il va tenir un temps. Arkhan, comprenant que sa magie, en fait, n'est pas très utile, le but, lui, c'est d'aller dans la maison Thal, ce qui l'intéresse. Il va reconnaître que la magie de Kemmler est gênée, est vraiment un petit peu gênée par les fameuses sorcières, les 3 sœurs d'Anceliou, qui sont dans l'armée de Bretoniens, ce qui fait qu'il va envoyer des assassins, alors des assassins entre guillemets qui s'appellent un mec comme Krell, hein, des gros bourrins plutôt, et des créatures de la non-vie, et surtout c'est Morghast, pour aller tuer les sorcières et reprendre l'ascendant magique. Malgré ça, cependant, faire ceci, comprendre cette stratégie et aller la réaliser va lui prendre du temps à Arkhan, ce que je le rappelle il n'a pas, et Arkhan va se faire surprendre, pas vraiment, c'était la stratégie qu'il avait lue des Bretoniens, mais va voir arriver sur ses flancs les chevaliers bretoniens sur 2 de ses flancs. Les 2 flancs de l'armée de l'énorme colonne mort-vivante vont se prendre de la charge totale des Bretoniens. La charge totale des Bretoniens va être incroyablement puissante. Les unités de Drakenov vont prendre très cher, mais elles vont quand même tenir. Ça reste des chevaliers de Drakenov, c'est des dragons de sang, c'est quand même pas n'importe quoi. Plus derrière, la flopée de morts-vivants qui finira par engloutir les chevaliers. Charge en mode Rohan, ouais, mais comme si plutôt le mode Rohan qui fonce dans les olifants, tu vois. Mais Arkhan, voyant quand même qu'il est au centre de la mêlée et qu'il n'arrive toujours pas à avancer parce que les murs bretoniens tiennent, même si ils commencent à faiblir parce que la magie ne les protège plus, eh bien c'est le duc, le fameux duc de Brionne, Théodoric, qui va arriver en face d'Arkhan et qui va lui
molosté la tronche. Et ouais, ça reste un duc de Bretonie quand même. Le mec, c'est pas n'importe quoi. La hache qu'il porte est une hache magique qui repousse la mort. Arkhan, qui n'a jamais été par contre un grand combattant, c'est un excellent stratège, un mage incroyable, mais ce n'est pas du tout un corps à corps, hein, ce n'est pas du tout un combattant, un breteur ou quoi que ce soit. Arkhan va se faire mettre à terre et va, en étant au sol, voir la fin de sa quête arriver. Littéralement, le Théodoric de Brionne va être prêt à l'achever. Et c'est à ce moment-là que Anarque, perso totalement lambda que Manfred lui a filé pour pouvoir le surveiller et le protéger, Anarque von Karstein va arriver, vampire totalement aléatoire, et va décapiter Théodoric de Brionne en 2 secondes. C'est dommage quand même de finir comme ça. C'est un peu sauvé par le scénario, mais bon. En même temps, c'est un vampire. Il explique vraiment qu'il le frappe dans le dos, etc. Bref. C'est quand même un von Karstein. Oui, mais c'est pas n'importe qui. Hein, c'est pas n'importe qui. Bref, Théodoric de Brionne étant décapité, leur général étant mort et leur sorcière étant morte, les Bretoniens... Le Duc Rouge n'est pas présent durant la bataille. Non, le Duc Rouge n'apparaît pas dans la fin des temps. Désolé, Ozone. Les Bretoniens vont commencer à ployer et le mur, en fait, va s'ouvrir au centre. Et Arkhan, accompagné de Kemmler, vont réussir, avec plusieurs morts-vivants bien sûr, à percer et à atteindre la maison Tahal. Au moment où ces deux protagonistes atteignent la maison Tahal, Gérard de Quesnel arrive. Sa gigantesque armée de chevaliers, gigantesque, ce qui reste de son armée qui a été battue par la même armée qui est en train de combattre les mecs de la maison Tahal, mais qui a eu des renforts de Montfort et des renforts de Brionne justement, donc les territoires qui sont à côté en fait, qui rejoignent dans le dos les morts-vivants, arrivent pour une charge pour sauver les derniers Bretoniens en train d'être totalement englués. Et là, ça va être la catastrophe pour les morts-vivants parce que vu que leurs 2 grands mages sont partis dans la maison Tahal, eh bien, il n'y a plus de magie pour les protéger. Et là, les chevaliers font un massacre total. Il n'y a que les 2 endroits où il y a Anarque, von Karstein et les Drakenhof, et les chevaliers Drakenhof, et de l'autre côté, le Krell et ses rois revenants, qui vont bloquer les chevaliers. Le reste de l'armée va être détruite, mis à part bien sûr les Morghast qui protègent Krell et les autres seigneurs légendaires. Et au moment où la bataille est en train de reprendre l'ascendant du côté du bien, la maison Tahal explose. Pardon, c'était pas ça. C'était pas ça non plus. Ça marche pas. Et bah tant pis. La maison Tahal explose. C'est quand même pas n'importe quoi ce qui se passe. Pourquoi ça explose? Pourquoi? Excusez-moi. La maison Tahal explose de l'intérieur. Et en fait, ça s'explique très 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 simplement. Arkhan et Kemmler vont trouver le bâton. Ils vont trouver le bâton de Nagash dans les plus profondes caves de la maison Tahal. Et Kemmler, à ce moment-là, donc Kemmler, hein, donc lui là, Kemmler va trahir Arkhan. Bon, ça, on y attendait, hein, c'est sûr. Mais en le trahissant, il lui dit: j'ai trouvé des gens qui me donneront encore plus de pouvoir si je leur amène ce bâton. Des entités supérieures à Nagash, les dieux du chaos. Je les sers maintenant. Quoi? Un nécromancien qui sert les dieux du chaos, c'est pas banal, tiens, c'est totalement incohérent par rapport au lore, je suis désolé.
Et c'est pas là qu'il y avait un scénar de RPG avec des Skaven qui cherchent un voilà. Nawak. What? Le chaos a compris le plan de la mort. Oui, Hunter. Le chaos a compris le plan de Nagash. Enfin, en tout cas, de Arcane. Donc, ils ont retourné. Les dieux du chaos ont réussi à retourner un nécromant. Ils ont réussi à. Pas n'importe lequel. Ils ont réussi à retourner Kemmler. Il les servait depuis la V4. Alors, Kemmler, en effet, a toujours eu des liens avec le chaos. Toujours. Même en fait, avant qu'il ne soit nécromancien, Kemmler a des liens avec le chaos. Il a des liens avec un peu de... avec, en effet, de... Il a 2-3 anecdotes, tu vois. On sent que le personnage, en fait, est-ce que c'est pas, en fait, un agent double depuis le début du côté du chaos? C'est un serviteur, il pense... Je crois qu'il est... serviteur de Tzeentch, d'ailleurs. Est-ce que le pacte de Krell, c'est le chaos? Non, 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 non. Justement, Kemmler s'était un peu joué du chaos en devenant nécromancien parce qu'il a réussi à relever un seigneur du chaos qui est à sa botte et non pas à la botte du chaos. Krell est loyal envers Kemmler, un maître de la non-vie, le Lichmaster. Parce que, attention, c'est Kemmler qui a rejoint le chaos. Krell, lui, est toujours en train de combattre les Bretonniens derrière et Krell ne va jamais passer au chaos. C'est peut-être le masque. Peut-être, on n'en sait rien. En même temps, il a fait de la magie nécromantique avant, donc ça m'étonnerait que ce soit le masque. Merci Tev9, merci beaucoup pour le follow, bienvenue parmi nous. Et donc Kemmler va utiliser le bâton de Nagash qu'il a récupéré pour annihiler Arcane en un seul sort, mêlant sa fameuse magie nécromantique et le chaos qui lui donne du pouvoir à ce moment-là. Et c'est pour ça que l'abbaye explose. Parce que Kemmler, donc lui là, il fait un fiasco. C'est con quand même. Après, s'il a raté son jet. Véritablement, c'est ce qui se passe. Arcane, en fait, découvre que... Enfin, voit que Kemmler... Kemmler, en fait, il maîtrise pas le bâton. Et il explose. Mais une liche, c'est pas immortel. Le quepon, quand t'es frappé par des pouvoirs du chaos mêlés à la nécromancie, à mon avis, tu résistes pas. Et c'est un échec critique. Double 6, pas si fort que ça finalement. Quintuple 6 à 6D, ouais, c'est à peu près ça. Pas touche au joujou de ton Nacha, ouais, c'est ça. Le double à un moment bien pratique pour le scénario. Oui, parce que attention, hein, c'est Kemmler qui explose et qui fait exploser l'abbaye. Mais par contre, Arcane et le bâton, rien du tout. Aucun dommage. Arcane comprend donc à ce moment-là que le chaos sait ce qu'il fait lui et que le chaos est littéralement un ennemi de Nagash. Et en fait, l'explication, moi je vous la donne, l'explication quand même qui est loristique, c'est que justement Kemmler, qui d'un coup se soumet au chaos, parce qu'à la base, avant qu'il ne soit mort-vivant, c'est incroyable dans les dieux du chaos, Kemmler trahit à ce moment-là la nécromancie. Il décide de mêler la nécromancie, qui je le rappelle est un dérivé de la magie noire qui n'est pas du tout prévu par le chaos, à la magie elle-même du chaos débridé, donc à la magie noire. Il mêle donc la magie noire et la nécromancie, quelque chose qui est donc un dérivé, qui a été créé par Nagash, qu'il ne maîtrise pas du tout, je le précise bien, Kemmler ne maîtrise pas, c'est juste qu'il est auréolé de pouvoir à ce moment-là, il pète un câble, il se fait hey, c'est bon, je suis plus fort que toi, je te tue. Et à ce moment-là, ça explose. Ce qui prouve bien dans le lore de Warhammer, donc il reste quand même cohérent, c'est que la nécromancie et le chaos ne peuvent pas s'allier. Ça marche pas, c'est pas fait pour. C'est pour ça qu'il pète le gars. Il se pète tout seul la gueule en emportant avec lui par contre l'abbaye Tal, la maison Tal. Et que le bâton n'ait aucune séquelle et que Arcane s'en sort, ça par contre moi ça m'énerve. Kemmler a la mort la plus nulle de End of Time. Serait-il détrôné? L'amour entre Katharina et Karl Flaherty, ça va être dur, là, ça va être dur. Ça a marché beaucoup moins bien, hein. C'est ça. Ce qui fait que les survivants de la bataille de la maison Tal, du côté des gentils, eh bien, en personnage un peu important, on n'aura que le duc Gérode de Connell, le fameux duc Gérode dont je vous ai parlé, à moins qu'il ne soit tué par Krell, je sais même plus. C'est Gérode ou c'est Gérode 2 après? Je sais plus, enfin bref. C'est pas vraiment important. En gros, du côté des gentils, il n'y a quasiment rien qui survit.
Et ce qui arrange très bien le scénario, et ça par contre je trouve que c'est un peu abusé, c'est quand même abusé je trouve, c'est que du côté des morts vivants, Krell va s'en sortir, Anark, le Von Karstein, va s'en sortir, Arcane va s'en sortir, et il va avoir le bâton de Nagash, et ses Morghast aussi vont s'en sortir avec les chevaliers de Drakenhof et les rois revenants. Bref, toute l'élite de l'armée va s'en sortir, continuant sa route en fait, passant à travers les ruines de la maison Tahal et laissant les chevaliers finir d'affronter les morts vivants de base. Et l'explication que nous donne le scénario après cette bataille, du point de vue de Gilles le Breton, qui je le rappelle quand même était le chevalier de Sinople, et quand même un roi de la première Bretonie et de la dernière Bretonie au final, Gilles le Breton va apprendre que la maison Tahal a été détruite, mais vu qu'elle a été détruite par par une explosion, la maison Tahal, il ne pourra pas savoir ce qui s'y est passé. Et il va mettre ça sur le dos d'autres actes de la non-mort et des démons. C'est quand même chaud. Donc côté breton, bretonien, quasi tous les persos sont dégommés, mort-vivant, pas une perte. Pas une perte, Wildebar. À part Kemmler. Kemmler est mort. Kemmler est mort quand même. Et il est mort, Kemmler. Hein. Donc aussi, personnage qui, je le rappelle, n'a jamais eu de nouvelles figurines, disparaît. C'est bon, je me casse. Tiens, bon, Tom Brinder. Tom Brinder. Moi aussi, ça me fait souffrir de parler de la fin des temps. Alors, souffrons ensemble. Ces milliers de cadavres devant le bâtiment et ces milliers de chevaliers qui me disent que Arcane était présent. Non, mais je pense que c'était un suicide de la maison Tahal. Malheureusement, c'est un peu ça. Vous vous foutez de moi. C'est ça. Ce qui fait que, franchement, je suis désolé, mais ma version de la fin des temps est bien meilleure. Déjà, rien que sur cette bataille. Mais personne ne s'affole qu'il y a quand même un artefact hyper puissant qui est là-bas. Ben en fait, Hunter, vu que la maison a pété, ils se disent ben, l'artefact a pété aussi avec. C'est vraiment l'explication bas de scénario classique qu'ils nous donnent. Mais oui, 1000 fois. Alors que, techniquement, le chevalier de Sinople, qui est Gilles le Breton, qui est en ce moment le roi de la Bretonie, il doit savoir qu'il y a un artefact de Nagash là-dedans. Hein. C'est donc vrai ce qu'on disait, Gilles le Breton n'aimait pas les arcs car c'était lui-même pas une flèche. Très bon. Salut Maralakate. Bonsoir. Disons que dans ta version, au moins ce ne sont pas les méchants qui gagnent. Pas toujours les méchants. Oui, pas toujours, parce qu'ils en ont gagné quand même beaucoup, hein, les méchants. Donc voilà, c'était la bataille de la maison Tahal. Premier acte assez important de la quête en Bretonie. Alors bien sûr, comme vous le voyez, il fait demi-tour après Arcane. Hein. Il fait demi-tour et il se redirige vers la Sylvanie. D'accord ? Il se redirige même vers Eldenham, ici même, dans le Stirland. Sauf qu'au passage, il traverse Montfort, il traverse Paravon, qui pareil ne peuvent rien faire contre lui tellement il est puissant, ou en tout cas tellement ils ont plus assez de pertes, sauf quand il passe à Paravon. Parce que quand il passe à Paravon, Arcane, il se fait choper par la chasse sauvage d'Orion. C'est juste précisé là, hein, je vous mens pas, hein, je vous le mets sous les yeux. Lyre d'Orion. La chasse sauvage tombe sur l'armée d'Arcane traversant Paravon. Comprenant que ses serviteurs sont condamnés face à la fureur des Azraï, Arcane s'échappe dans les montagnes pendant que les forces de Krell tiennent un dernier carré. Et à la bataille d'après, Krell il est là sans aucun problème. Donc même quand on te met l'un des seigneurs légendaires du bien les plus forts, non mais c'est juste parce qu'ils sont passés pas loin du voisinage, il a gueulé, il a lâché son chien, ils sont partis en courant et puis voilà. Krell il a un TP. Ben, Krell en fait il est relevé, mort, relevé, mort, relevé, mort. Comment se fait-il que les elfes n'aient pas d'artefact de Nagash? Quelle stupidité de concentrer vos artefacts au même endroit. Alors là pour l'instant il n'y en a qu'un seul. Que hein. C'est dur, sérieux, je sais, Tomb Raider, c'est très très dur. Pense à moi qui ai dû tout me relire. Salut Ataxes, bisous à toi, j'espère que tu vas bien. Ah oui, ici il y a un dernier moment, c'est ce 8 là. Ce 8, dès qu'il dépasse Nuln, c'est la dernière chose avant que je passe à Manfred. Ce qui se passe là au numéro 8, au niveau du temple sigmarique de Bekervast. Vous vous rappelez de Anark von Karstein? Le mec qui a sauvé Arcane pendant la bataille de la maison Tahal. Le mec qui l'accompagne, je le rappelle, depuis
le château Sternist, qui a fait tout le voyage avec lui et ses chevaliers de Drakenhof dans les voûtes, à travers la Bretonie, qui a combattu à la Maison Tal, qui l'a raccompagné à Montfort apparemment, qui l'a défendu contre Orion, qui a traversé l'Empire. Et bien ce personnage qui quand même aurait mérité une belle figurine, et bien c'est à ce moment-là qu'il essaie de trahir Arkane pour ramener le bâton à Manfred. Et il se fait défoncer. Et d'ailleurs, je crois qu'il se fait défoncer par Krell. Je crois que c'est ça. Alors voilà, c'est pas précisé, mais je crois que c'est précisé plus en description. Arkane triomphe de son agresseur et le crucifie aux portes du temple de Bekervast. Voilà. Mais pourquoi ne pas l'avoir trahi pendant l'attaque d'Orion? C'est une bonne question, Wildab. C'est une excellente question. Salut Avoc. Et en même temps, on sait pourquoi Arkane le bat, presque sans aucun problème, parce que je rappelle que Arkane a le motherfucker Jesus Christ, il peut lire dans les pensées des vampires. Je vous rappelle juste ce petit fait intéressant. Pourquoi il a voulu faire ça maintenant, ce con? Alors qu'il l'aurait fait plus tard, ils auraient été plus puissants. Mais bon, voilà, c'était juste qu'il fallait pas qu'il y ait trop de personnages importants qui pop. Voilà, donc c'était la bataille de la Maison Tal et la première grande bataille donc de la fin des temps. Allez, on continue parce que vous avez trouvé ça dur. Attendez la suite. Je vois Attaque Sèche. Manfred. Que fait Manfred pendant ce temps? Parce que je vous rappelle que tout ce petit trapèze là, c'était le petit tour en Bretonie. C'était Arkane va en Bretonie. Il emmène Kemmler et Krell avec lui. Un autre vampire, il revient avec seulement Krell et le bâton. Bon voilà. Ne soyons pas médisants avant de savoir. Attendons 10 secondes. Le Bruce Willis du vieux monde, c'est à peu près ça. Manfred, lui, il se dirige vers le sud. Je vous remontre la carte. Lui, il est parti en rouge vers le sud, il est passé par le bois chenu, le col du feu noir. Lui aussi a croisé les traces de Skaven. Et il se dirige vers la caverne du crâne, vers le col du chien fou, juste ici. Parce qu'il sait que là-dedans, sous ces montagnes, il y a l'épée de Nagash. Je sais plus, putain. Je crois que c'est ça. J'ai tellement lu de la saloperie. Je crois que c'est l'épée de Nagash qui est là-dessous. Oui, c'est l'épée qui a tué Nagash. Pardon, c'est l'épée de Malpire qui a tué Nagash. Et tout simplement, Manfred, il part à l'assaut d'une forteresse Skaven. Je vous remets en tête le concept. En ce moment, les Skaven sont tous unis. Ils sont la race la plus forte du monde de Warhammer à cette époque. Ils ont totalement ravagé les principautés frontalières, l'Attilé, Barakvar et les Stali en 3 mois, les Skaven, de Scarogne. Nagash a été tué par qui? Par Alcadizar, un roi, le grand roi, le haut roi de Khemri à l'époque. Manfred il part à l'assaut du clan Mordkin. Il part à l'assaut du clan Mordkin avec ses nuées de morts vivants et surtout ses fameux chevaliers de Drakenhof. Il est extrêmement fier d'avoir ses chevaliers de Drakenhof avec lui, Manfred. Vous savez qu'il est extrêmement arrogant. Il n'a aucun autre vampire avec lui, aucun autre lieutenant qu'il a plutôt préféré laisser en Sylvanie ou accompagner Arkane. Et il a ses fameux Templiers de Drakenhof, ses fameux cavaliers funestes, ses spectres des bois des morts. Et pour tout le reste, il ne fait que relever des troupes sur son chemin pour gagner en puissance parce qu'il est quand même le maître de la nécromancie. Il a quelques régiments de zombies d'élite, entre guillemets, qui viennent de sa propre Sylvanie, dont il est très très fier parce qu'il adore voir les anciens vivants être ses propres marionnettes, d'où le fait qu'ils ont tous des bannières, etc. etc., etc. Et cette armée, elle va traverser les territoires Skaven comme si c'était du gruyère. J'ai beaucoup d'humour. En face, le clan Mordkin est un clan qui est
extrêmement concentrés en nombre de Skaven d'infanterie. Ils n'ont pas d'abomination de Malfauss, ils n'ont pas de canon en Malfoudre ou quoi que ce soit. Ils sont très concentrés sur l'infanterie. C'est un clan guerrier. C'est pas un clan pestilien, c'est pas un clan Scryer, c'est pas un clan Mulder, c'est pas un clan Eshin. Donc vous avez tout à fait compris, c'est un clan qui ne sert à rien. Donc déjà, avant même que tu saches quoi que ce soit dans les romans, tu te dis qu'il n'y a aucun échappatoire pour ce clan. C'est un clan arriéré, on n'a jamais entendu parler de lui, ou alors un tout petit peu. Il a quand même quelques petits clins d'œil, le clan Mortkin, mais quand même, il n'a pas de clan majeur. Quand tu vois les descriptifs, c'est des esclaves, des guerriers des clans, des vermines de choc, quelques raogres, quelques tireurs. Voilà. Est-ce qu'ils ont un rat-démon? Ils n'ont pas de verminarque, Enter. Ils n'ont pas du tout de verminarque. C'est donc un clan isolé. Le clan Mortkin est en plus un... Alors franchement, quand tu as lu... Franchement, je vous mens pas. Hein, quand tu as lu 10 pages avant, 15 pages avant, que les Skaven sont tous unis, les grands seigneurs ont tous un verminarque avec eux, les grands héros du Racornu, et qu'en plus, ils sont d'un nombre incalculable et d'une puissance incroyable, genre ils ont arrêté leur guerre intestine. Là, quand tu lis les descriptifs du clan Mortkin, c'est un clan Skaven comme tu en as toujours connu. Le chef fait pas confiance à ses lieutenants sont prêts à le tuer au moindre moment parce que le chef est vieux. Ses Skaven n'ont pas bien bouffé, ou alors il a jamais fait combattre ses vermines de choc parce que c'est son orgueil et que donc il les a jamais mis au combat. Et il a réussi à avoir quelques raogres parce que les temps sont durs et que c'est dur à payer. Ah ouais, donc vraiment, il vous fallait des Skaven faciles à buter, vous avez sorti les derniers, quoi. Bref, le clan Mortkin, ce qui fait sa puissance par contre, c'est qu'il a une forteresse entière. Il a une forteresse entière comprenant énormément de Jezai et de Globadier. Tout ça va être balayé par Manfred, mais balayé vénère. Les combats dans les tunnels vont être une simple formalité, même si Manfred n'a pas trop l'habitude d'affronter les Skaven, on le voit très très bien dans le descriptif. Manfred est un orgueilleux, il a surtout affronté l'Empire ou les nains, et tu comprends que Manfred il n'a pas trop combattu les Skaven. Et justement, tu vas avoir un peu la surprise où il va avancer avec ces milliers de zombies dans les tunnels pour aller jusqu'au clan Mortkin, et qui va se faire prendre en embuscade par des lance-flammes, il va se faire péter des galeries sur lui, etc. Mais vu que c'est des morts vivants qui ont derrière des Templiers de Drakenhof, des chevaliers ultra boostés, et surtout Manfred lui-même, seigneur de la nécromancie, et que la magie est pullulante dans le monde en ce moment. Et bien tout simplement, les pertes que vont faire les Skaven vont tout simplement être passées par-dessus par le reste des zombies qui arrivent derrière. C'est quasiment que des zombies par milliers, dizaines, peut-être même de milliers, c'est pas du tout exagéré pour un seul sorcier, qui avancent sous terre en direction du clan Mortkin. Et lorsque les zombies vont arriver à avoir dépassé en nombre un clan Skaven dans leur propre galerie, ils vont arriver face à la fameuse forteresse Skaven du clan Mortkin. La forteresse Skaven du clan Mortkin, comme je l'ai dit, elle est très connue pour ses pièces d'artillerie, en tout cas de fusiliers Jezai, qui sont tous placés en direction de l'extérieur des forteresses, enfin en visée extérieure par rapport à la forteresse, à peu près comme ta forteresse naine, Quentin, les mêmes fortifications, sauf que ils ont une fortification en plus qui est très 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 importante pour les Skaven. Ils ont un énorme gouffre sans fond devant eux. Ils ont un gouffre sans fond qui mène jusqu'à la forteresse, et ils ont un espèce de pont, un pont d'os. En fait, ils ont... Alors, c'est pas un pont d'os, pardon. Ils ont un pont, mais la forteresse en elle-même est composée d'ossements d'un énorme dragon. Un dragon qu'ils ont tué, qu'ils ont dévoré, et qu'ils se sont servis de son armature d'ossements pour en faire l'armature de la forteresse. Lorsqu'ils voient y arriver tous ces morts-vivants, ils font péter le pont, ils se mettent tous dans la forteresse, et ils balancent munition par munition par munition sur les milliers de zombies qui sont entassés devant, qui tombent pour beaucoup dans le gouffre, parce que tout simplement en fait Manfred leur a donné l'ordre avancez. Vu qu'il n'y a pas d'autres lieutenants à part lui, il fait continuer d'avancer ces zombies qui font que tomber dans la fosse, une fosse qui va on ne sait où, mais qui allait pouvoir boire des milliers de zombies qui n'arrêtent pas de tomber parce qu'ils n'ont pas eu l'ordre d'arrêter. Et c'est au moment justement où les chevaliers Drakenhof et les autres chevaliers arrivent à porter les Jezai que Manfred comprend le plan des Skaven. Ils sont en train de se faire bousiller au tir, les morts-vivants, par toutes les armes Skaven qui sont posées en embuscade.
Manfred voit même quelques balles qui tuent certains de ses chevaliers de Drakenhof, qui donc, je le rappelle, sont sa fierté, et donc qui le font un peu péter un câble. Et Manfred va se dire, bah c'est parti, hein, montrons que la magie est surpuissante en ce moment. Et si on faisait un sort que jamais on a entendu parler, mais genre jamais. Et genre, on va même faire un sort qui va être doublement pété. Manfred va descendre de cheval, il va mettre les mains au sol, commencer à incanter, et ces zombards ne vont pas, enfin, vont s'approcher et s'agglutiner en bordure les uns des autres du gouffre, et commencer à s'agglutiner pour commencer à faire un pont. Et là tu te dis, ah ouais, bah ça c'est pas con. C'est des morts. Donc ouais, il entasse les cadavres. Au pire même, il essaie de remplir le trou. Au pire, si jamais. Ça passerait. Non. Non, on est dans le monde de Warhammer. Mais dans le monde de Warhammer de End Times, écrit par les mecs de Games Workshop. Lorsque les zombies vont être assez agglutinés d'un côté du gouffre, Manfred libère son pouvoir. Et tous les ossements des zombies vont sortir des corps pour aller rejoindre l'autre côté. Ah. Et franchement, si tu réfléchis, c'est le même sort qu'il a utilisé pour faire la forteresse en Sylvanie. Comme tu dis, Quentin, je trouve ça métal, ça me choque pas tellement. Et je trouve ça aussi plutôt métal. Pratique le pouvoir pour préparer le poulet le dimanche, j'avoue. Ouais. Donc, bien entendu, les Skaven voyant ça vont tout miser sur tirer sur Manfred pour buter Manfred. Bien entendu, Manfred va se faire un cocon de zombies pour éviter de mourir. Il est pas con, hein. Et il va réussir à faire ce pont d'ossements qui va permettre à ses chevaliers à ses templiers de Drakenhof et à ses chevaliers d'aller attaquer la masse de Skaven qui attend de l'autre côté. Bien sûr en ayant des pertes, mais il les relèvera. C'est un vampire. Il va, Manfred, tomber face... Enfin, il va trouver le seigneur Skaven qui aura dans sa main l'épée de Malpierre qui a tué Nagash. What the fuck? Et bien entendu, Manfred va le défoncer. Hein. Le Skaven va essayer d'esquiver quelques coups, mais il ne fera pas le poids contre le vampire. Et il va se faire tuer. Le chef des Skaven va mourir. Manfred va avoir son épée. Épée de Malpierre. Artefact corrupteur à un niveau pas possible. Et il va tout simplement, Manfred, quitter le champ de bataille avec cet artefact, en laissant les Skaven se battre contre les milliers de zombies qu'il a levés, qu'il a emmenés de l'autre côté du gouffre grâce au pont d'ossements de ses propres zombies. Et il va, pour foutre le dawa et laisser les tireurs ne pas lui tirer dans le dos et partir avec ses templiers, il va, en un autre claquement de doigts, animer l'intégralité du squelette du dragon qu'il y avait dans la forteresse pour maintenir la forteresse, qui est la base de construction de la forteresse. Et il va lâcher un dragon zombie surpuissant sur le clan Mordkin qui va donc mourir en affrontant la propre créature qu'ils ont tuée avant. Pourquoi c'est ce petit clan qui avait cet artefact? Eh ben c'est une excellente question, Metallic. Pourquoi genre les dieux du chaos ou même le Racornu lui-même n'a pas dit attendez, vous avez un artefact de Nagash, le gars essaie de se relever pour pouvoir nous tuer, prenez l'artefact, genre donnez-le au clan Scryer, amenez-le à Scarogne. Non, on va le laisser au petit clan Mordkin. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage en effet. J'aurais bien voulu, genre tu vois que Manfred il attaque Malphos. Putain, ça aurait été tellement classe qu'il attaque Malphos. Oula, ça. Toi aussi, tu trouves ça bien, mon ça? Ouais, moi aussi. Tout le monde dans le chat adore ce que je suis en train de dire, mon chat. C'est le plaisir. Et donc, c'est pratique scénaristiquement de lever des zombies à partir de rien. Ouais, je sais. Après, ça, vraiment, le monde de Warhammer, je te rappelle qu'il y a des montagnes en forme de crâne depuis que le monde existe. Donc voilà. T'as le Brinder qui est en train de pleurer, le pauvre. Allez, je vais terminer en vous racontant un petit peu la fin du premier chapitre. Comment se termine ce chapitre? Parce que bien sûr, après Manfred refait demi-tour. Vous voyez qu'il y a un tracé jaune parce qu'en fait il lève une famille de nobles des principautés frontalières pour qu'elles massacrent les principautés frontalières. Enfin, mort-vivant, enfin, ça sert à rien dans le scénario vraiment. Ils remontent sur ses pas, ils reviennent sur leurs pas, pardon. Et ils finissent
par rejoindre Arkhan le Noir et Krell à Eldenham. Et Eldenham, c'est une forteresse impériale. Les impériaux, qui je le rappelle ont créé le mur de foi autour de la Sylvanie, ont massé quasiment toutes leurs troupes au nord, ne se doutent pas de ce qui va leur tomber dessus. La fameuse alliance maudite. En phase 2, à Eldenham, Manfred, toujours aussi puissant, étant revenu en Sylvanie, donc ayant récupéré des troupes qu'il connaît parfaitement, que je vais décrire après, et Arkhan le Noir, possédant le bâton de Nagash maintenant, et osant même l'utiliser lui-même, parce que le bâton n'a rien eu de l'explosion, je vous le rappelle, ces deux-là, avec leurs forces armées, les Templiers de Drakenhof, Krell, que je le rappelle est maintenant en lien avec Arkhan, et non plus avec le Lichmeister qui est mort, les Morghast, les troupes de Sylvanie, vont attaquer la forteresse de Eldenham. Eldenham, c'est la forteresse des chevaliers du sang de Sigmar. Donc ces chevaliers, eux aussi, ne sont pas des chevaliers que l'on connaît. Ce ne sont pas les chevaliers panthères, c'est pas les chevaliers de Myrmidia, c'est pas la Riksgard, c'est pas les loups blancs. Non, c'est les chevaliers de l'ordre du sang de Sigmar. Et ces gars-là, on dit qu'ils n'ont pas de cercle intérieur parce que tous sont des cercles intérieurs, etc. Et à l'intérieur de la ville, eh bien, ils ont leur fameux grand maître qui s'appelle Hans Leitdorf. Et si vous connaissez ce nom, c'est normal. Il est le frère de Marius Leitdorf, le comte électeur qui est mort il y a quelques années des mains des orques dans la troisième bataille du col du Feu Noir qui a été vengée par Karl Franz. Le grand maître de cet ordre, c'est Hans Leitdorf. Vous n'êtes pas connu, ben sans langue. C'est à peu près ça malheureusement. Bien entendu, il y a également une garnison dans la ville. La ville est fortifiée et la ville donc possède... En fait, c'est une ville fortifiée qui, à l'intérieur même, possède le fort des chevaliers du sang de Sigmar. Donc c'est vraiment une forteresse. Eldenham, c'est une cité impériale qui fait pas rire. Elle a un ordre de chevalerie, elle a des artilleurs, elle a tout ce qu'il faut en termes de défense. C'est une cité impériale puissante. C'est pas une cité-état comme le serait par exemple Wurtbad ou Averheim. Pourquoi il attaque cette ville d'ailleurs? Eh bien en fait pourquoi il l'attaque? Parce que à l'intérieur de la forteresse de Eldenham, il n'y a rien d'autre que l'armure de Nagash. Celle qu'il avait lorsqu'il se battait contre Sigmar. Je bois un coup. Il n'est pas tout nu dans le désert, c'était pas un mage. Ah non, non, Nagash, il a mis des tartes, les gars. Il avait des artefacts en pierre partout, il avait de la magie, du métal, voilà. Le frère, celui qui a opprimé les pauvres alflins, c'est ça, c'est ça. Pourquoi cette armure n'est pas à Aldorf sous la protection du grand Théogonis? Je vous le rappelle qu'il y avait, Toddbringer, je vous rappelle que la couronne elle-même de Nagash a été elle-même dans le coffre secret de Aldorf. Donc, comme l'a dit tout à l'heure, je crois, Hunter, c'est pas si con, ils n'ont pas mis tous les artefacts au même endroit. Sinon, il aurait déjà eu l'armure, Manfred. Pourquoi ils ont laissé ça à côté de la Sylvanie, ces imbéciles? Parce que je vous rappelle que la Sylvanie, techniquement, ça faisait 150 ans que les impériaux pensaient qu'il n'y avait plus de vampires dedans. Oui, je sais. Ça fait juste 5 mois que la Sylvanie a été recouverte d'un vent de magie de la mort, qu'il y a eu des ossements qui ont formé des murailles, et que même le Balthazar Bielt lui-même a créé un mur de foi autour. Bref, vraiment pensez dans la tête de l'Empire qu'à ce moment-là, il pense que la Sylvanie est enfermée. Dégage, Ricard. Il pense vraiment que la Sylvanie est enfermée, elle est en cage. Il n'y a plus aucun danger. Mais en effet, c'est con. En effet, on est d'accord, c'est con. Il l'aurait amené à Midanheim, le truc, rien n'aurait pu le choper. Bref. Et donc, les forces des assaillants vont se diviser en deux. Il y a tout d'abord... excusez-moi, je cherche une icono de ce cher Arkhan. Il y a tout d'abord Arkhan, qui va donc lever, avec ses Morghast et le bâton de Nagash qu'il porte, je le rappelle bien, il va faire un siège. Il va assiéger Eldenham. Il va tout simplement, grâce au bâton de Nagash, réussir à invoquer des catapultes à crâne de Neekara.
Tout simplement parce qu'en fait, la magie de la mort est tellement décuplée que tu peux maîtriser maintenant les os et pas seulement les corps. Me demandez pas. On commence dans les sorts un petit peu typiques, cataclysmiques de la fin des temps. Bref, Arcane va réussir à lever des engins de siège, des tours d'ossement, des trucs comme ça, pour pouvoir assiéger Eldenham. C'est quoi l'origine battle de ces montures? C'est ce que tu appelles des terreurs des abîmes. Ça avait une toute autre gueule avant, hein, les terreurs des abîmes, mais c'est un peu les montures volantes qui mêlent à la fois le sphinx et le dragon des morts vivants. C'est des créations de la fin des temps qui seront après réutilisées à End of Time. Appelle ça des terreurs des abîmes ou appelle ça des montures morts vivantes comme tu veux. Il n'y a pas vraiment d'explication. Enfin, je crois qu'elles ont tout un nom, etc. Mais c'est aux F tiers. Pourquoi aux elfes tu les files aux nains et tu les entoures de runes tueuses de magie? Vas-y, le nécro, essaie de t'approcher. Oui, c'est vrai. Sinon, tu la mets dans la tour du savoir de OS aussi. Hein. Va t'amuser à aller les choper. Hein. Mais c'est vrai que c'est complètement con. Bref, Arcane va commencer le siège en balançant des catapultes à crâne, enfin des crânes hurlants de ces fameuses catapultes à crâne, et envoyer des milliers et des milliers de morts attaquer les murs. Et en fait, tout ça n'est qu'une diversion. Tout ça n'est qu'une diversion. Parce que... Parce qu'en fait, tout ça ne sert que à ce que Manfred attaque la forteresse des chevaliers au moment le plus opportun. En fait, Arcane est là pour attirer les troupes de la ville et surtout attirer les chevaliers. Il veut que les chevaliers quittent leur fortin pour aller aider les murs. Techniquement, Arcane, il se dit, je suis juste là pour gagner du temps et faire que l'orgueil des chevaliers fasse le travail à ma place. Sauf que même en ne voulant pas prendre la ville et percer le mur, Arcane y arrive. À force d'être martelé, les murs s'effondrent. Une tour s'effondre et il y a littéralement une faille dans la défense. Ce qui fait que les impériaux, à ce moment-là, commencent vraiment à être dans la mouise. Ils se disent, purée, la ville va tomber. Les morts vont déferler. Ils font des derniers carrés, ils tentent de tenir la ligne, ça ne tient pas. Jusqu'à ce que les chevaliers chargent. Les chevaliers du sang de Sigmar, commandés par Leitdorf, vont donc faire leur sortie. Ils vont tous, parce que t'as pas besoin de laisser de mecs à l'arrière pour protéger bien sûr, ils vont tous attaquer les murs, enfin la faille bien entendu qui a été créée dans les murs, et vont ravager les morts vivants. Mais genre ils vont les défoncer. Ils vont tout exploser pendant la demi-douzaine d'heures dont va se passer la bataille. Les chevaliers vont percer la ligne, ils vont même aller choper aux catapultes à crâne hurlant derrière et les détruire une bonne fois pour toutes, et donc survivre. Et ainsi est battue l'armée de Arcane, qui, bizarrement, une fois que tous les chevaliers sont partis, personne ne l'a vu. Personne n'a pu voir Arcane. Parce qu'en fait, le gars s'est déjà barré. Pourquoi il s'est barré? Parce qu'en fait, les chevaliers ont quitté le château. Et donc, la véritable attaque de Eldenham peut commencer. Et tout simplement, dans le fortin des impériaux, dans le fortin, pardon, pas des impériaux, mais de l'ordre du sang de Sigmar, vont tomber des cieux Manfred et une armée intégralement constituée d'esprits éthérés. Des banshees, des spectres des cairns, des émissaires d'outre-tombe. Toutes ces créations qui ne peuvent être détruites que par la magie ou des armes magiques tombent sur une pauvre garnison humaine où tous les chevaliers qui auraient pu avoir des armes sont partis. Des armes magiques sont partis. Ils sont de l'autre côté de la ville. Et il y a au milieu, je rappelle Quentin qu'au milieu il y a Manfred. Et donc l'attaque éclair va être d'une puissance incroyable. Les pauvres impériaux en garnison dans le fortin vont se faire défoncer. L'armure de Nagash va être piquée. Et au moment
où justement Leydorf vient de détruire les dernières catapultes, il se dit mais c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi il n'y a pas de nécromant qui conduit cette armée? Pourquoi d'un coup elle s'est effritée alors qu'on arrivait? Comment on a pu percer la ligne aussi facilement? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien il voit au loin, au château, les ailes noires de la mort papiller au-dessus du château et commencer à en sortir. Et il se dit, le château est attaqué, vite revenons au château. Et le temps qu'il reviendra, bien sûr, Manfred aura fini son œuvre et l'armure aura disparu. Eldenhammer n'aura été qu'une bataille de siège à unilatérale, où même le gars qui assiège pour gagner du temps, qui n'était pas censé prendre les murs, fait péter les murs et rentre presque en ville. Ouh, ça fait mal. Et juste pour en rajouter, mais pour bien prouver encore une fois une chose, que le chaos est contre l'avancée et le plan et l'alliance maudite de Arkhan et de Manfred. Lorsque Leydorf va arriver dans son château avec ses chevaliers, voir les centaines de morts des servants et des pauvres mecs en garnison et l'armure qui manque, ils vont entendre, tous les habitants de Lenhammer et surtout les chevaliers du sang de Sigmar, ils vont entendre un énorme corps résonner au loin dans la montagne. Et ce corps sera celui d'une gigantesque armée homme-bête. Merci Snacktra, merci beaucoup pour le follow et bienvenue parmi nous. Une gigantesque armée d'hommes-bêtes arrivera à Eldenhammer à ce moment-là, alors que les morts-vivants viennent tout juste d'être détruits, que Manfred, Arkhan et tous les personnages importants du lore sont partis, et que Leydorf voit ses ennemis approcher à nouveau, renfourche son cheval, reprend la tête de ses chevaliers et va à nouveau ressortir de la ville. Et il nous explique en une seule phrase qu'il va défoncer les hommes bêtes. Parce que les hommes bêtes n'ont pas d'ordre de bataille. Ces dernières paroles furent noyées par un concert de corps primitifs sonnant au loin. Leydorf reconnut cette cacophonie. Il porta le regard vers l'ouest et vit que l'orée des bois qui abritait des morts vivants encore quelques heures auparavant était désormais encombrée d'hommes bêtes qui se bousculaient pour atteindre la brèche dans les murs de la ville. Ils avaient été attirés par le tumulte de la précédente bataille et comptaient en profiter pour piller Eldenhammer. Leydorf jura qu'il n'y parviendrait pas, sa vengeance allait devoir attendre. Merci Coupe, merci beaucoup pour le Prime, merci énormément à toi. Et en fait, ça, tu l'as du point de vue de Leydorf. Tu te dis, putain, les hommes bêtes maintenant, mais sérieux, les mecs, vous allez prendre pour tout le reste. Mais en fait, tu comprends bien que cette harde, est-ce que c'est pas le chaos qui a essayé de l'envoyer pour péter la tronche à Arkhan alors qu'il attaquait la ville? C'est possible. Autant qu'ils suivent les morts-vivants, si c'était logique que le chaos voulait l'empêcher. Oui, ils suivent les morts-vivants, mais je te le rappelle, c'est des hommes bêtes, Quentin. Suivre un plan. Même les plus puissants chamans, tu vas comprendre qu'ils n'arrivent même pas à mener la harde, en fait. Tellement il y a trop de chaos qui émane. Donc, une fois tout ça fait, Manfred et Arkhan retournent en Sylvanie avec tout ce qui leur manquait. Manfred avait déjà la main et la couronne de Nagash. Arkhan lui a permis d'avoir le bâton, l'armure et l'épée. Pourquoi il a pris l'épée qui a tué Nagash? Parce que c'est pas vraiment un artefact de Nagash. C'est que l'épée, en fait, étant faite de Malpire, a bu un peu de l'âme de Nagash. C'est pour ça que Nagash, à chaque fois qu'il s'est réincarné après avoir été tué par cette épée, n'a jamais été aussi puissant qu'avant. Là, si lors du rituel, ils réussissent à la fameuse Game Nisnacht, vous savez, la nuit des mystères, s'ils arrivent à accomplir leur rituel et à mêler l'épée au rituel, Nagash décuplera sa puissance et sera plus fort que jamais. C'est un Horcrux, le machin. On pourrait presque appeler ça un Horcrux, ouais. Et c'est ainsi que se termine le premier chapitre que nous avons plié en 1h20.